Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la grogne sociale consécutive à la hausse du prix du gasoil à la pompe au Niger. Ensuite, nous parlerons de la fête de Bianou, ou la grande manifestation culturelle et religieuse de l'Aïr célébrée à Agadez. L'actualité internationale de ce forum s'intéresse aux résultats provisoires des élections législatives du Sénégal proclamées jeudi 4 août 2022. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir El Hadji Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. El Hadji Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir. Et Ousmane Sidikou, journaliste indépendant également. Ousmane Sidikou, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 12 août 2022 par la grogne sociale consécutive à la hausse du prix du gasoil à la pompe au Niger. Le front social en ébullition au Niger, l'augmentation du prix du gasoil à la pompe était cette semaine au centre d'une série de déclarations des centrales syndicales et plusieurs organisations de la société civile qui rejettent le nouveau tarif du gasoil. Ainsi, après les responsables des centrales syndicales, le président de la République, Bazoum Mohamed, et son gouvernement ont échangé avec des responsables des structures de la société civile, des syndicats, des commerçants et ceux du secteur des transports. Rappelons que le gouvernement du Niger a décidé à partir du 1er août 2022 une augmentation du prix du litre du gasoil qui passe de 538 francs à 668 francs CFA à la pompe et sur toute l'étendue du territoire national. Alhaji Mohamedou Suleiman, que peut-on retenir ou savoir au sujet de cette hausse du prix du gasoil à la pompe au Niger? C'est que je constate toute la semaine, en tout cas, cette actualité a focalisé l'actualité où, après donc l'annonce par le ministre du Commerce donc le 31 juillet que le premier on allait donc observer une augmentation de 130 francs sur le litre du gasoil. Donc immédiatement, la société civile, les syndicats ont fait des déclarations. En tout cas, il y a eu beaucoup de déclarations cette semaine. Pour dénoncer cela, pour dire que certains disent qu'il faut absolument que le gouvernement revienne sur sa décision. Bref, entre-temps, le samedi dernier, le président de la République avait reçu la société civile, les syndicats, les centrales syndicales, pour discuter, parce que nous sommes en démocratie. Même si son gouvernement a fait le communiqué, il doit absolument dialoguer avec les forces vives. Est-ce que c'est un dialogue? La démarche... S'agit-il d'un dialogue ou bien c'est une tentative d'explication? D'aucuns ont dit effectivement la démarche aurait été d'abord de discuter avant l'augmentation du prix. En amont. Mais vous savez, le gouvernement ne procède pas de cette façon puisque le gouvernement considère que un des gouverneurs se prévoir, il fallait éviter la pénurie puisqu'ils disent que ils ont choisi entre augmenter ou bien assister à une pénurie, à croire ou à ne pas croire. Dans tous les cas, ça c'est l'argument du gouvernement. Maintenant, mais est-ce que cet argument vous paraît un peu plausible? Une chose est sûre, le phénomène d'inflation, il est mondial, lié donc à la crise. Mais le Niger produit son propre pétrole. Le gasoil est produit ici au Niger. Mais justement, le phénomène du transport fait que ceux qui font de Zander à Niamey ou bien ceux qui font le transport, qui amènent les marchandises, parce que les gros porteurs utilisent le gasoil.
Donc ceux qui viennent de l'extérieur en apportant les marchandises, dans tous les cas, le phénomène de la pénurie aurait été causé par l'opportunisme donc des voisins, des riverains, qui considèrent que le gazole est moins cher au Niger, donc par conséquent, il faut venir se ravitailler. Donc le gouvernement avait considéré que, puisqu'il dit que en rien de temps, de 23 000, je crois, le constat donc en tout cas, ça s'est passé donc du simple au double. Donc, il s'est rendu compte que cette hausse de la consommation est liée certainement au fait que les voisins, en tout cas, viennent. Par conséquent, ils ont considéré qu'il fallait donc augmenter et ils ont tenu compte donc du prix du Bénin parce que dans la sous-région, en tout cas, selon en tout cas le gouvernement. Vous avez été convaincu par cet argument? Mais les statistiques, les chiffres, on les vérifie. Et effectivement, c'est vérifiable que dans la sous-région, le Niger est moins cher que son gasoil. Donc ça, il n'y a pas à discuter, c'est une vérité, parce qu'on ne peut pas contester les faits. Donc, c'est seulement le prix le Bénin qui se trouve un peu à peu près dans le prix. Mais les autres pays, le Nigeria, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous les autres pays voisins, ils vendent plus cher que nous. Donc, ici, en fait, si vous voulez, moi, la question que je pose, et ça, je pense, le débat avec les syndicats, même s'il y a augmentation, on doit faire en sorte que cette augmentation du prix se gère bien, que ça ne vienne. Parce que déjà, en fait, avant l'augmentation, la vie coûte très cher ici au Niger. Donc, il faudrait que c'est le devoir du gouvernement de faire en sorte qu'effectivement, cet acte ne vienne pas aggraver, en tout cas, les conditions de vie des Nigériens. Je pense que c'est cela la question. Et c'est pourquoi je pense que avec les syndicats et la société civile, il est question de réfléchir comment justement minimiser donc, ces risques. Et je pense que l'accord qui a été trouvé, avec le protocole d'accord qui a été signé avec donc, un certain nombre de partenaires, et les nations effectivement à considérer il y a des secteurs qu'il faut épargner parce que si effectivement tout le monde va faire aussi... Quels sont ces secteurs? Par exemple, le secteur des transports, le secteur par exemple aussi au niveau de commerçants, effectivement, si tout le monde devait augmenter les prix comme il l'entend, on ne va pas s'en sortir. Donc par conséquent, le gouvernement doit veiller. Mais il faut être vigilant parce qu'on l'a vu ça depuis le Ramadan, en tout cas, où le gouvernement avait pris des mesures, il n'a pas été capable, en tout cas, de les respecter. Absolument, de les respecter. Donc, par conséquent, c'est bon de dialoguer. Moi, je pense que c'est quand même la démocratie qui est en train de gagner parce que si ça aurait été le contraire, le gouvernement fait son communiqué, il applique sa mesure et on passe. Mais je pense que quand le président de la République avait appelé les gens, et vous avez vu vraiment le débat était très très chaud, les gens ont dit ce qu'ils pensent. Et même après la rencontre avec le président, on se rend compte effectivement ceux qui ne sont pas convaincus sont en train d'envisager en tout cas de faire des actions. Ousmane Sidikou, quelle est votre opinion au sujet de la série de rencontres entre l'exécutif nigérien et les responsables des organisations socio-professionnelles au Niger? Initialement, c'était vraiment l'initiative a été saluée unanimement, mais pour ce qui concerne l'actualité à travers cette hausse du prix du gasoil, moi je pense que c'est après coup. Al-Hajj l'a si bien dit parce que c'est la démocratie et justement au nom de cette même démocratie, il aurait fallu avant même l'application de cette mesure de ratisser large en concertant les différentes couches socio-professionnelles comme ils sont en train de le faire en ce moment. Ça, c'est un. De deux, la preuve, après consultation des différentes couches, on a bien vu qu'elles sont en train de monter au créneau pour critiquer de vive voix. C'est là où je demeure sceptique par rapport au protocole d'accord signé. Parce que tout le monde a souvenance que rien qu'avec le prix du gaz domestique, le gouvernement a clairement dit voilà les prix en fonction du kilo. Mais sur le terrain, donc, qu'est-ce que va valoir ce protocole-là et quels moyens, je ne dirais pas de contorsion, aura l'État pour veiller au grain? Déjà, quand on sait que, notamment, il y a certaines compagnies même de transport qui ont augmenté le billet. Maintenant, quelle mesure ou bien quelle marge de manœuvre aura l'État pour vraiment, je ne dirais pas contraindre, pour veiller à l'application et au respect strict de ces accords?
Ça, c'est un. De deux, vraiment, cette hausse, moi, je rejoins vraiment la majorité. Ousmane Sédikou, après cette mesure, la décision du gouvernement, vous avez fait un tour au marché? Effectivement, vous savez, il n'y a pas plus véreux que nos commerçants. C'est l'occasion qui a créé le larron. Donc, aussitôt, vraiment, les denrées, vous avez vu sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que l'augmentation des produits laitiers. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Dieu seul sait la partie invisible de cet iceberg-là. Et quand on voit le pouvoir d'achat du Nigérian aujourd'hui, qui ne fait que s'amenuiser, c'est pour ça que beaucoup pensent que vraiment cette mesure n'a nullement pas sa raison d'être. Certes, les concertations ou bien les consultations se sont faites, mais vraiment, je pense que l'argument massu avancé par le gouvernement est loin de convaincre. La preuve, vous voyez, le tollé, bien qu'après qu'ils aient à consulter les différentes couches socio-professionnelles, le tollé que c'est en train de susciter. Voilà, le tollé que c'est en train de susciter, vu par les prises de position des uns et des autres, l'antagonisme que cela a créé entre l'exécutif nigérien et les organisations socio-professionnelles. Jusqu'où ira cette affaire? Only God knows. Seul Dieu sait. Maimouna Diado, les opérateurs économiques et les associations de défense des consommateurs ont finalement signé un protocole d'accord, El Hadji l'a rappelé tout de suite, avec le gouvernement mardi 9 août. Avez-vous d'autres précisions au sujet des termes de ce protocole d'accord? Je n'ai pas augmenté beaucoup de choses là-dessus, puisque déjà mes deux confrères ont vivement donné leur point de vue par rapport à cette situation. Mais tout ce que je sais, c'est que la signature du protocole d'accord entre les commerçants et les transporteurs ainsi que le gouvernement est tombée à un moment où les prix des denrées et également les prix des billets, puisqu'ils ont ils ont augmenté sur les billets de transport, il faut le dire. Et jusqu'à la date d'hier, moi je ne sais pas s'ils sont revenus à de meilleurs sentiments, puisqu'ils disent que ça prend effet à la date de la signature du protocole d'accord. Mais sur le terrain, ce n'est pas ce que nous constatons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, c'est un papier qui a été signé entre trois personnes, trois personnalités, et dont l'acte jusqu'à présent reste à désirer. Selon vous, ni le gouvernement, encore moins les syndicalistes ne vont pas respecter ce protocole d'accord? Mais du moment où ils disent que, quand je prends le secteur du transport, les gares modernes, du moment où ils disent que ça prend effet à compter de la signature du protocole d'accord, et quand vous partez au niveau donc de ces gares-là, vous constatez que les billets, rien que le billet sur Zender, ça n'a pas changé. Ça veut dire qu'ils ont maintenu ça à 15 500, ils ont fait une augmentation de 1 500, alors qu'ils devraient revenir à des meilleurs sentiments et revenir avec le billet de 14 000, comme tout le monde le connaissait avant. Mais non, ça n'a pas été fait. Donc moi, je ne vois pas le protocole d'accord. Puisque, Sidikou l'a rappelé tout à l'heure, non seulement avec le gaz, le gouvernement n'a pas pu faire fléchir ses vendeurs de gaz, mais comment est-ce que le gouvernement va s'y prendre avec ces commerçants-là et avec également ces gares modernes? C'est ça le problème. Il ne s'agit pas de signer un protocole d'accord, mais il faut suivre ce protocole d'accord. Il faut respecter ce protocole d'accord. Il faut que les autres Nigériens qui partent en voyage ou bien qui achètent les produits dans nos différents marchés sachent que vraiment, véritablement, il y a un protocole d'accord qui a été signé. Parce qu'aujourd'hui, si moi je devrais voyager sur Zender, par exemple, et qu'on me dise que le billet c'est à 15 500, mais je vais faire sortir le protocole d'accord parce que je vais demander qu'on m'explique. Parce que je suis dans mes droits de savoir comment est-ce que jusqu'à présent le prix est maintenu ainsi, alors que ça devrait être à 14 000. Ça veut dire ici aussi, il ne faut pas narguer les Nigériens. Il ne faut pas amener les Nigériens dans un bateau vide et les laisser au milieu de l'océan. Mamoudou Diado, outre le secteur du transport, sur le marché, plusieurs produits et services ont déjà connu une hausse des prix. Comment ramener la sérénité au Niger? Mais c'est ce que je suis en train de dire. La sérénité, là, c'est nous et les commerçants. Les commerçants doivent savoir que ce n'est pas parce qu'on suppose que le gasoil, aujourd'hui, le prix a augmenté de 130 francs, qu'il faut nécessairement sur des produits qui sont fabriqués ou bien qui sont cultivés ici au Niger, qu'on ne puisse pas avoir ces produits-là moins chers.
et que ça ne fait qu'augmenter de prix. Quand vous regardez, déjà, il y a la hausse des prix. Et avec les 130 francs aujourd'hui, les gens ne font pas de calcul. Ils augmentent 100 francs, 200 francs sur un produit ou 300 francs sur un produit. Donc, comment est-ce qu'ils veulent que nous puissions véritablement vivre, supporter ça? C'est un coût. Et moi, je me dis que les raisons de l'augmentation du gasoil, du prix du gasoil à la pompe, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, puisque si aujourd'hui vous dites que c'est des pays voisins qui viennent acheter le gasoil parce que c'est moins cher alors ici, que les Nigériens utilisent aussi. Oui, c'est moins cher ici, mais il faut essayer de faire une exploitation, exploiter ou bien essayer de faire une production qui peut soutenir et essayer de voir que peut-être que ceux qui viennent acheter, faites en sorte que ceux qui viennent acheter achètent ça au prix que vous voulez, mais pas nous, les autres Nigériens. Aladji Mahamadou Souleymane, au-delà de la grogne provoquée par la hausse du prix du gasoil, une quinzaine d'autres structures de la société civile regroupées au sein du mouvement M62 demandent également le départ de l'armée française Barkhane au Niger. Quelle est votre opinion à ce sujet? Je pense que c'est juste un peu de l'opportunisme. Le débat déjà existe, donc c'est une façon, une sorte de confusion de genre. Donc mélanger les choses selon l'opportunité. Donc effectivement, la question du gasoil mobilise. Donc par conséquent, ceux qui ont cet agenda voudraient effectivement le rattacher avec la lutte pour la vie chère, contre la vie chère, j'allais dire. Donc par conséquent, c'est une posture. Donc l'occasion fait le larron, comme on dit. Donc, mais de mon point de vue, la question, ce qui risque d'arriver, c'est que les gens risquent d'être divisés parce que déjà, avec la signature du protocole d'accord, vous avez vu en tout cas les structures qui ont la même mise dans la vraie économie, ceux qui sont engagés. Maintenant, au niveau des centrales syndicales également, il ne me semble pas qu'ils sont sur la longueur d'onde. Par conséquent, si on ne fait pas attention, on risque de voir les gens un peu divisés et ça pourrait effectivement émousser les langues des uns et des autres. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. La fête de Bianou, l'expression d'un héritage socio-culturel jalousement conservé dans l'Aïra, commencé samedi 6 août, a pris fin mardi 9 août 2022 dans la grande cour du sultan de l'Aïra, Oumarou Ibrahim Oumarou. Des centaines de personnes habillées en tenue traditionnelle et spécifiquement pour la fête ont rivalisé de danse et de fair play qui donnent au Bianou toute la dimension socio-culturelle qu'il renferme, et ce depuis la nuit des temps. Le gouverneur de la région a salué et remercié les organisateurs qu'il a invités à s'investir pour conserver cette culture de l'Abzina. Le sultan de l'Aïra, Oumarou Ibrahim Oumarou, a saisi l'occasion pour remercier à son tour les festivaliers et les nombreux invités venus de toutes les contrées du Niger et de certains pays. Ousmane Sidikou, cette année encore, le grand rassemblement de Bianou s'est tenu dans la sérénité et la solidarité. Les chefs des groupements et tribus ont une fois de plus saisi l'occasion pour renouveler leur confiance au sultan de l'Aïra. Au-delà des festivités et des moments de réjouissance, qu'est-ce que le Bianou symbolise pour un ressortissant de la région d'Agadez? C'est une fierté pour même un Nigérien, à plus forte raison un enfant du terroir. Le Bianou, c'est vraiment cette richesse culturelle, vous l'avez si bien dit, qui ne date pas d'aujourd'hui, il date depuis la nuit des temps. Et vraiment, à travers ce rendez-vous culturel du donner et du recevoir, de brassage socio-culturel, qui ne peut que contribuer au renforcement de la cohésion sociale, renforcer le dialogue intercommunautaire dont la région, à l'instar des autres régions, en proie à l'insécurité, en a grandement besoin. Donc vraiment, on ne peut que s'en féliciter. Et c'est à l'honneur du sultan
de voir tous les chefs des groupements et tribus leur renouveler leur confiance. Moi, je pense que c'est vraiment une expertise à pérenniser. Maintenant, indépendamment que ce rendez-vous se fasse tous les ans, moi j'aurais voulu que, à l'instar d'autres rendez-vous dans les autres pays, pourquoi ne pas inviter d'autres communautés de certains pays pour qu'ils viennent voir et s'enrichir de ce joyau qu'est le Bianou. Avant tout, c'est vrai, c'est des réjouissances, mais l'autre aspect, je le disais tantôt, c'est le renforcement de la cohésion sociale, le renforcement du dialogue intra- et intercommunautaire, surtout que la région est en proie à l'insécurité. Moi, je pense que ce serait de nature à raffermir davantage les liens socio-culturels. Et moi, je pense que c'est un modèle à être exporté dans les autres pays et pour que cela fasse école, notamment les pays comme le Niger en proie à l'insécurité. C'est une bonne chose, c'est à l'honneur des festivaliers, c'est à l'honneur du comité d'organisation, c'est à l'honneur de toute la région d'Agadez au-delà du pays tout entier qu'est le Niger. Ousmane Sidikou, au-delà de la région d'Agadez, est-ce que le gouvernement ne peut pas faire assez pour promouvoir et pérenniser cette manifestation culturelle et religieuse qu'est le Bianou? Tout à fait. Donc, chaque région, en fonction de ses spécificités, Agadez aujourd'hui est reconnu pour son Bianou. Pourquoi Tilaberi serait reconnu pour son, je prends au pif comme ça, pour son Biti, Maradi. C'est-à-dire, vraiment, c'est il faut que cela fasse tâche d'huile. Au lieu de laisser aux seules régions organiser cette manifestation, est-ce que le gouvernement ne peut pas s'approprier l'initiative pour faire en sorte que la cérémonie soit davantage grandiose? Bon, si le gouvernement décide vraiment de s'en approprier en parrainant les activités, c'est une bonne chose. Mais d'ores et déjà, du seul fait que même qu'il y ait des comités d'organisation, il faut qu'on aille palier par palier. Maintenant, si le gouvernement décide de tout prendre à bras le corps, pourquoi ne pas responsabiliser à travers les comités d'organisation que chaque région ait sa fête culturelle et socio-culturelle. Moi, je pense que ce serait une bonne chose. Ainsi, d'ailleurs, on pourrait tendre vers à son exportation pour que cela aussi serve de modèle et que nous puissions davantage nous enorgueillir. Maimouna Diado, le Bianou est une fête à caractère culturel et religieux qui n'existe nulle part au Niger que dans la région d'Agadez. Cette fête se déroule aussi bien à Agadez qu'à Arlit et Ingala. Pourquoi cette particularité et cette spécificité selon vous? Mais vous l'avez dit, c'est une fête qui existait depuis la nuit des temps. Donc ça veut dire Agadez. À Agadez, ça veut dire que tout simplement, c'est quelque chose qui est conservateur là-bas. C'est une fête annuelle qui se tient chaque année. Et vous avez vu, ça se tient uniquement devant la cour à Agadez, au niveau de la cour du sultan de l'Aïr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une particularité pour cette région d'Agadez. C'est à travers cette fête Bianou. Mais c'est aussi religieux. Oui, c'est aussi religieux. Donc ça veut dire que c'est vraiment, comme tu l'as si bien dit, il y a des choses, des pratiques qui se font et qu'ils ont besoin de consolider, ils ont besoin de conserver cette pratique-là. Moi, je me dis que vraiment, comme l'a dit les Sidikou, chaque région a sa particularité, sa spécificité au niveau donc d'une fête. Donc, Bianou, c'est une fierté pour la région d'Agadez. Puisque quand on parle de Bianou, on sait déjà où ça vient. Et avec les artistes, il y a un artiste qui avait chanté déjà Bianou, donc qui relate, qui démontre, qui explique c'est quoi Bianou en quelque sorte. Et c'est très bien. Et je me dis que ça fait également amener d'autres populations des pays voisins, comme ceux qui sont juste à côté. Il y a la Libye, il y a l'Algérie, il y a des gens qui viennent pour pouvoir vraiment faire partie de cette fête. Regardez comment est-ce que ça se passe, parce que c'est une occasion. Moi, je suis ici à Niamey. Si ça me plaît, aujourd'hui, je peux prendre mon bus, aller uniquement pour pouvoir voir
comment est-ce que ce brassage se fait au niveau donc d'Agadez. Et je pense que c'est très bien, il faut les encourager, il faut essayer de voir comment est-ce qu'il faut essayer d'améliorer la fête là, tout en gardant la manière dont ça se déroule. Donc, le format, ne pas en tout cas déformer le format, puisque quand on déforme le format aussi, c'est pas bon. C'est pas bon. Est-ce que le président de la République ou bien son haut représentant ou même le Premier ministre ne peuvent pas assister à cette manifestation culturelle et religieuse? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que c'est en assistant, en voyant la présence du président de la République ou la présence du Premier ministre ou le haut représentant, ça donne encore une autre identité, une autre force donc à cette fête Bianou. Je me dis que c'est une bonne chose. Dorénavant, il faut que peut-être dans l'agenda du président, qu'on essaie d'insérer ça pour que au moins, ne serait-ce que parce que c'est un message qu'il peut faire passer au moment de cette fête. Nous sommes dans une situation d'insécurité et je me dis qu'avec sa présence, il peut faire véhiculer beaucoup de messages qui va faire en sorte que les uns et les autres arrivent à se comprendre, raffermissent les relations déjà existantes et donner une confiance, pourquoi pas, entre population et les forces de défense et de sécurité. Je pense que ça serait très bien vu et essayer également, comme Agadez à Bianou, Dosso à Toubal, donc essayer vraiment de faire en sorte que nous ne perdons pas de vue ces fêtes traditionnelles et religieuses. Oui. Elhadji Mohamedou Souleymane, certaines personnes estiment que cet événement culturel célèbre l'accueil réservé au prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, par les habitants de Médine lors de l'Hégire en 622. On pense aussi qu'il s'agit de la commémoration des victoires guerrières du temps des guerriers des guerres saintes. Que peut-on retenir au sujet de cette manifestation culturelle et religieuse? Il y en a même qui sont allés au-delà même de l'avènement du prophète pour dire que ça célèbre aussi l'arche de Noé. Donc, vous voyez, c'est très donc, profond dans l'histoire religieuse. Donc, ce qui est quand même important, c'est quand même il y a cette dimension religieuse donc, et culturelle à la chose. Vous l'avez effectivement dit, donc on sait comment le prophète a été accueilli justement avec les chansons à l'époque. Donc c'est un peu ça, véritablement, les gens vont sortir un peu je crois 6 km de la ville. Quand ils reviennent maintenant, on essaie de rééditer cette victoire donc, de l'islam. Mais en fait, ici, c'est que lorsque on parlait justement de pourquoi pas donner une dimension un peu que la présence donc, de l'autorité au sommet. Peut-être qu'avec la cure salée, il fallait peut-être couper la poire en deux. Le côté festivité, ramener ça peut-être à au niveau de la cure salée, pour donner plus de monde, puisqu'en tout cas les gens d'Agadez veulent vraiment aller chaque fois que le bien, en tout cas le mois est venu, c'est le mois de Muharram, je crois, jusqu'au 9. Donc, sinon, le côté religieux, parce que comme vous l'avez dit, certes, il y a une incursion au niveau de l'autorité administrative, mais tout se converge vers l'autorité religieuse, donc chez le sultan. Et là-bas, effectivement, il y a des invocations à faire. Bref, moi, je pense que voilà un événement, en tout cas, comme on dit, vraiment authentique, unique à ce genre, en tout cas ici au Niger, mais qu'il va falloir peut-être les hommes de culture réfléchir pour donner en tout cas un contenu peut-être. Dans tous les cas, une chose est sûre, les gens d'Agadez, on voit, une fois que le moment est venu, ils ont tendance à aller comme s'ils vont en vacances, vous voyez, à retourner donc, au Barcaï, se ressourcer. Je pense qu'en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant qui fait que, bon, venir vivre ce qu'on a vécu pendant l'enfance, ça permet à tout le monde, effectivement, donc mais je pense qu'il y a un côté touristique évident aussi à côté. Donc, vous avez une fois assisté à la fête de Bianou? On observe ça, tout le Nigeria en tout cas, même si tu n'es pas allé, tu vois ce qui se passe. Et aussi les gens d'Agadez nous racontent dans les détails vraiment ce qui se passe. Mais faisons attention quand même aussi, comme on dit, il y a aussi une dimension religieuse
qu'il y ait moins de syncrétisme. En tout cas, ça, c'est syncrétisme, ça te dit, moins de syncrétisme, ça te dit. En tout cas, je me rends compte qu'il y a des BDA qui... Oui, c'est-à-dire des BDA, effectivement. Mes frères de Dagas savent de quoi je parle. Après le sultanat, la fête se poursuit dans toutes les artères de la ville. Les groupes de danseurs se rendent alors des visites à des dignitaires, aux personnes âgées qui ont marqué le Bianou et qui leur ont légué cet héritage culturel et religieux qu'ils doivent préserver et pérenniser pour les futures générations. Comment pérenniser, préserver et promouvoir davantage cet héritage? Préserver, vous savez, la ville d'Agadez, une partie, je crois, l'ancienne ville, notamment la mosquée, inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Peut-être une fois que les gens plaident, en tout cas au niveau de la diplomatie, comment faire en sorte qu'effectivement maintenant, absolument, et aussi côté touristique encore, comment aussi au niveau d'Agadez faire en sorte que, en tout cas, cette fête-là draine au-delà du Niger, en tout cas, beaucoup de monde, lorsqu'effectivement les conditions de sécurité vont le permettre. C'est aussi une possibilité, en tout cas, c'est une raison. Déjà, le désert, vous savez, à Agadez, avant, ça fait rêver. Donc, en tout cas, faire en sorte que le tourisme religieux, en tout cas, soit développé autour de cela, comme une sorte de ciment, en tout cas, en tout cas lorsque les gens comprennent de quoi il s'agit. Je pense que les gens ont tendance à aller vivre cela. On peut déplacer cela, mais je pense que, comme je l'ai dit, le fait qu'il y a des sites appropriés, donc c'est religieux, le sultanat, on doit venir là-bas. Donc, franchement, ça, vraiment, je pense qu'on a un ministère de la culture et je suis sûr qu'il y a des acteurs culturels, en tout cas, qui sont en train de travailler là-dessus. Donc, on ne peut que demander, en tout cas, peut-être donner un contenu plus vraiment éclatant à la fête, de sorte que ce soit plus national. Actualité internationale, les résultats provisoires des élections législatives sénégalaises sont tombés jeudi 4 août 2022 après plusieurs jours d'attente. La coalition du président Macky Sall passe de 125 députés à 82 sur les 165 que compte l'Assemblée nationale. L'opposition a obtenu 80 sièges au total, dont 56 pour la coalition d'Ousmane Sonko et 24 sièges pour celle de l'ancien président Abdoulaye Wade. Il y a également trois coalitions qui ont obtenu chacune un siège. Maïmouna Diado, le camp présidentiel perd la majorité absolue selon les résultats officiels provisoires. Comment expliquer cette dégringolade de la coalition du président Macky Sall à ces législatives au Sénégal? Comment expliquer? Bon, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est qu'il fallait s'attendre à ça. De 125 députés à 82? Il fallait s'attendre à ça. Il fallait s'attendre à ce que nous assistons à ce que nous voyons avec la majorité. Et il perd la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. La majorité absolue? La majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'il fallait s'attendre, comme je l'ai dit, à un bon observateur, avec tout ce qui se passe au niveau, ces derniers temps, au niveau donc, du Sénégal. Et même de la sous-région avec la crise malienne. Avec la crise malienne. Donc, moi, je me dis que c'était une sanction de la part donc, des populations. Des Sénégalais. Des Sénégalais. Parce que les Sénégalais ont tellement critiqué ces 2 dernières années le régime, la politique en tout cas du président Macky Sall. Et comme Macky Sall aussi, c'est quelqu'un qui n'aime pas voir les gens dans la rue en train de manifester, je pense qu'ils ont réfléchi autrement en disant, bon, les législatives, pourquoi ne pas essayer de le sanctionner de ce côté? Parce que c'est les législatives qui déterminent aujourd'hui la position aussi aux élections présidentielles. Donc c'est déjà ici, nous voyons déjà la position, quand tu n'as pas l'Assemblée nationale, il ne faut pas se réjouir aussi, parce que tout peut changer. Mais je me dis que c'est l'Assemblée nationale qui est très importante à ce niveau. Et s'il n'a pas la majorité absolue, donc ça veut dire qu'il a beaucoup de craintes aujourd'hui pour ce qui est des élections présidentielles à venir.
Alhaji Mahamadou Souleymane, c'est la première fois depuis l'indépendance du Sénégal en 1960 que la formation au pouvoir perd la majorité absolue et qu'elle devra s'appuyer sur d'autres forces au Parlement pour faire passer ces lois. Quelle autre marge de manœuvre reste-t-il au président Macky Sall? Je commencerai par dire d'abord comme c'est un camouflet pour c'est un revers électoral. Quand même, il est au pouvoir, c'est son deuxième mandat. L'autre leçon qu'il faut tirer, c'est que la classe politique traditionnelle, sur le pouvoir, effectivement, a perdu la face. Même l'ancien président Abdoulaye Wade, vous avez vu, il a 24%, sa coalition a 24%. Donc la classe politique traditionnelle est en train d'être désavouée par l'opinion publique, en tout cas par les Sénégalais. Et donc, comme conséquence, cela veut dire que, en fait, le vrai gagnant, disent certains, c'est Sanko. Le jeune en tout cas, opposant, quand il fait des populistes, à raison. Donc, c'est lui vraiment qui a gagné. Mais l'autre marge de manœuvre, parce que tu parles de ça, le marge de manœuvre, c'est qu'à la différence de la France et du Niger, le Sénégal, c'est un régime présidentiel. Même s'il n'a pas la majorité, en tout cas, dans tous les cas, il a déjà, en fait, si vous voulez, avec un peu d'argent, un peu de manœuvre, il pourra. Parce que déjà, en fait, il a 82 députés. Les autres ont 89. C'est les trois qu'il faut donc chercher à niveau. Local, un de ses lieutenants a osé dire que Macky Sall va juger. Donc, vous voyez, effectivement, il a déjà perdu depuis le local, il a perdu les grandes villes. Donc, bref, c'est dire que véritablement, c'est l'occasion pour lui de comprendre que son troisième mandat ne passera pas. Ousmane Sidikou, selon certains experts et observateurs, ces résultats pourraient convaincre le président de la République désavoué par les urnes de renoncer. Alhaji Mohamed Souleymane l'a dit, au projet qui lui est prêté de se représenter à l'élection présidentielle de 2024. Quelle est votre opinion à ce sujet? Je ne serais pas totalement pour cette éventualité à partir du moment où, dès le local, il a essuyé un sur-revers. Donc, si tant est que ces résultats, ce désaveu électoral-là pourrait y être à revoir sa copie, notamment le flou artistique qu'il est en train d'entretenir sciemment quant aux velléités qu'on lui prêterait pour remplir pour un autre mandat. Donc, je pense que d'autres chefs d'État l'ont fait. On peut faire un coup d'État constitutionnel. Bon, en tout cas, il ne va pas oser. Il ne va pas oser. Allah l'a si bien dit, c'est la preuve qu'aujourd'hui, en tout cas au Sénégal, les faits sont en train de donner raison à ce jeune, ce fougueux qu'est Sonko. Je ne pense pas que ce revers-là puisse y être pour quelque chose. Mais l'un dans l'autre, moi je pense qu'il doit vraiment revoir sa copie en faisant profil bas. Parce qu'aujourd'hui, il y a un désaveu total. Non seulement sa gouvernance est fortement décriée, il faudrait aussi que dans ces relations bilatérales, multilatérales, je prends par exemple sa position avec le Mali, je pense honnêtement que le cas... Il a été dans un cas de figure où c'est un mouvement qu'il a apporté quand il a machiné contre Wade. Donc moi je pense que l'expérience c'est la somme de nos erreurs. Il aurait dû tenir compte de tous ces revers-là, du temps de Wade, pour les capitaliser et ne pas vivre ce qu'il est en train de vivre. Bien que certains pensent que les trois députés des différentes coalitions-là seraient sérieusement courtisés, quitte à jouer son va-tout, moi je pense que même les résultats-là, c'est-à-dire dès les résultats des locales, ça aurait dû le ramener à la raison. Mais comme on dit, l'appétit venant à manger, peut-être qu'il pensait qu'il allait sortir la tête de l'eau à travers ces législatives, mais il n'a appris qu'à ses dépens. Je pense honnêtement que Macky doit revoir sa copie et fixer tout le monde, qu'il sorte clairement et qu'il dise voilà ce qu'il en est. Ousmane Sidikou, Yewi Askanoui,
principale coalition de l'opposition formée autour d'Ousmane Sonko, arrivé troisième de la présidentielle de 2019, s'est allié pour les élections à la coalition Fallou Sénégal dirigée par l'ex-président Abdoulaye Wade, élu député à l'âge de 96 ans. Quel avenir politique pour Ousmane Sonko, l'opposant? L'avenir politique, moi je pense qu'il ne faut pas trop crier victoire, parce qu'en ce moment, celui qui a les cartes à jouer, moi je dis que c'est Wade. Donc maintenant, là je l'ai si bien dit, pour des dessins politiques cachés, il pourrait vraiment, au plus offrant, ne serait-ce que, je ne sais pas, la grâce pour son fils ou bien les poursuites contre ce dernier. Moi je pense qu'il ne faut pas trop crier victoire. On est en Afrique, on sait que les enjeux liés autour des élections et les dessous, tout comme d'autres desiderata, wait and see. Mme Diado, quel avenir pour l'opposant, le jeune opposant Ousmane Sonko au Sénégal? Mais le jeune opposant, bon, il fait ses débuts, il est là. Peut-être que ça peut aller, ça peut marcher. Peut-être que ça peut aller, ça veut dire... Ça peut marcher pour lui. On l'espère, on espère avoir un jeune quand même président. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai, quand vous faites 2 mandats, mais il faut essayer aussi de laisser la place à d'autres. C'est ça. Nous, c'est ce que nous espérons. On espère que Macky ne va pas, en tout cas, être devant les écrans pour dire qu'il sera pour son 3e mandat. Il va se présenter pour un 3e mandat. Il faut au moins se laisser la chance à cette jeunesse. Cette jeunesse en a grand besoin en Afrique. Aladji Mamadou Suleiman. Oui, pour le jeune Sonko, vous savez, Macky Sall a contribué à le rendre plus populaire en réalité, puisqu'il a tenté vraiment à le disqualifier politiquement. Même l'affaire de Mers, là, donc la masseuse, cette affaire-là n'a pas prospéré. Et il y a eu des aveux qui ont été faits vraiment par je crois c'est un militaire en tout cas. Franchement, je pense qu'il a fait, Macky Sall a exagéré. Il a fait pour le fils de Wade et Khalifa Sall, le maire de Dakar. Il les a enfermés. Pour des affaires, il les a enfermés. Il a voulu rééditer encore avec Sonko. Les Sénégalais ont compris, en fait, il ne voulait plus avoir d'adversaire. Il veut liquider les adversaires politiques. Et je pense que ça ne marche plus, quoi, en tout cas. Ce qui fait que le jeune Sonko, en tout cas, il est propulsé. Aujourd'hui, je pense que, même si selon en tout cas, certains analystes, il a 15%, je crois, au niveau donc, de son électorat, donc il est favorable. Je veux dire au niveau, parce que aussi il y a des régions là-bas au Sénégal, mais on se rend compte qu'ils ont gagné parce qu'ils ont une stratégie, ils ont fait des coalitions. Donc l'opposition a été plus stratégique que le pouvoir, donc ils ont fait des coalitions et je pense que c'est cela qu'on voudrait voir lorsque les gens veulent dans nos pays, en tout cas, vont en tout cas promouvoir en tout cas des ruptures. C'est cela, être patient, se battre. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, en tout cas, montre qu'il est possible effectivement d'inverser la tendance. La situation la situation au Mali n'a pas pesé dans la balance au sujet de cette situation? Bon, ça pourrait peser, mais je ne suis pas sûr que ça pèse grand-chose. Et il y a ici qu'au Sénégal, c'est un grand pays. En Afrique, les gens sont très cultivés. Je veux dire que même au niveau du débat politique, les gens ne vont pas s'attarder sur des considérations. Ici, la question malienne, c'est une question de diplomatie. Oui, mais quand il fallait sanctionner, le Mali... Pourquoi les Sénégalais n'ont pas, je veux dire, en fait, fait des actions... Non, je pense que ça pourrait peser, mais pas de façon... Parce que chaque pays, au moment des élections, a ses propres réalités. Donc, moi, je ne suis pas sûr que le résultat... Parce qu'en fait, vous voyez, en réalité, le résultat, même les Sénégalais, en tout cas, tout simplement, c'est quand même assez vraiment spécial. Parce que tout simplement, on s'est retrouvé dans une situation où le peuple sénégalais a fait un vote où on s'est retrouvé avec le pouvoir avec 82 députés. Les deux principales coalitions de l'opposition, 56 contre 24. Donc, finalement, qu'est-ce qui a amené les gens à voter? Moi, je pense plutôt, comme l'a dit Sédiko, la gouvernance de Macky Sall, qui non seulement
d'un point de vue de la gestion, ne rassurez pas, mais aussi des contre-valeurs, dont effectivement la question de l'alternance. Aujourd'hui, Macky Sall croit qu'il pourra effectivement donner l'agenda dans la farce. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, je pense que dans chaque pays, il aurait pu, par exemple, dans sa campagne, dire qu'au Sénégalais, je ne briguerai pas un second mandat. Ça pourrait effectivement vendre plus sa posture. Merci Aladji Mamadou Souleymane. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Aladji Mahamadou Souleymane, directeur de la rédaction du journal Niger Inter, Maimouna Diado, journaliste indépendante, et Ousmane Sidoukou, journaliste indépendant également. Merci aussi à vous tous, chères auditrices, auditeurs, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA, et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum en Hausa, et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assuré par Amina Hassan, à la réalisation Seini Isaka. Merci, au revoir.